Yes. Alors, je vais vous présenter ce tableau sur les notions de Doppler et d'hémodynamique. Donc, il y aura surtout des rappels des lois qui régissent nos vaisseaux. Alors, je rappelle qu'au niveau des artères, la plupart du temps, on a un flux laminaire. En tout cas, c'est la base de la composante artérielle, avec un profil de vitesse qui est parabolique, c'est-à-dire que quand on est au milieu du vaisseau, on a les vitesses les plus importantes, et plus on s'éloigne du centre du vaisseau et on se rapproche des murs, plus la vitesse baisse et devient nulle. Et donc quand on a une sténose, la vitesse va être maximale au centre, et après on va avoir plutôt un flux qui va être turbulent, et il va être encore plus turbulent si le débit cardiaque augmente, et si on est juste après les sténoses. Donc la loi de Poiseuil, juste pour rappeler que le débit en fait dans un tuyau, donc entre autres dans un vaisseau, il va être proportionnel au gradient de pression et inversement proportionnel à la viscosité et au rayon puissance 4. Je pense qu'il y a juste une erreur sur la première, elle est dans le syllabus, mais le R4, les deux équations sont pas compatibles. Le R4 il est en dessous, c'est 1 sur R4, je pense. C'est 1 sur R4 Ouais. Sinon ça marche pas. Et donc c'est... En gros, il faut juste retenir delta P égale QR, et après, il faut savoir juste que les résistances, ça dépend de la viscosité, de la longueur et de l'inverse du rayon à la puissance 4. Ouais. Et de la longueur. C'est logique parce que le débit il est d'autant plus important que le rayon est élevé. Non, c'est la vitesse. Le débit il baisse. Enfin, le débit il est constant. Non, le débit il est constant. Dans l'image précédente, vas-y, remonte. T'as la loi de conservation du truc, c'est la surface de section fois la vitesse. Dans la partie où c'est large, elle est égale à la surface de section fois la vitesse dans l'endroit où c'est étroit. À vitesse constante. Non, en fait, il n'y a pas de vitesse constante. Quand tu arrives dans ce cas-là, c'est un débit constant, oui. et la vitesse augmente. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à confondre la vitesse et le débit, mais vraiment là, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends deux tuyaux de section différentes où la vitesse est semblable dans les deux trucs, le débit sera plus important si tu as un rayon. Ah oui. Si tu veux dire deux tuyaux différents qui comportent le même débit. Ouais. Oui, forcément, pour avoir le même débit, il faut avoir une vitesse plus importante si ta surface de section est plus basse. Mais là, c'est Donc applicable que si tu les mets... Oui, bout à bout, ouais. Oui, mais en fait, c'est tout l'intérêt de savoir, tu vois, genre, pour détecter une sténose, pour détecter une insuffisance aortique, connaître les gradients de pression et les dures de sang. Est-ce qu'il y a une relation linéaire entre la viscosité et l'hémoglobine ou l'hématocrite? Théoriquement, mais après, en pratique, c'est pas trop quoi. Non, bah, mais si, c'est vrai que tu pourrais dire, tiens, ça liaise à fond, mais normal, il a une polyglobulie. Ouais, c'est pas du tout parce que... Il est sévère. C'est pas du tout un RA. C'est pas du tout un RA, c'est qu'il est polyglobulique. Le mot c'est rare, on dit ça. Je pense que ça joue pas très fort aussi. Donc du coup, si on reprend donc le débit qui est proportionnel au gradient de pression, au rayon puissance 4 et inversement proportionnel à la longueur et à la viscosité. Donc le principe du Doppler, en fait, c'est de détecter une vitesse sur un élément, soit un élément figuré du sang, soit un tissu. Et en fait, donc il va y avoir une émission de fréquence par la sonde d'échographie. Et le changement de fréquence de l'onde réfléchie va nous donner en fait une différence de fréquence qui va nous donner une vitesse. Donc ce changement de vitesse, il va être proportionnel du coup à la vitesse, et il va falloir prendre en compte également le cosinus de l'angle. Globalement, si on est parallèle, le cosinus il va avoir 90 degrés, c'est-à-dire 1, et donc en fait on n'a pas à le prendre en compte. Donc la limitation du Doppler à bien retenir, c'est qu'en fait il faut avoir un alignement normalement parallèle entre la sonde et le flux, et que dans tous les cas, on peut que sous-estimer les vitesses et jamais les surestimer. Si on reprend pour le Doppler continu, dans le Doppler continu, on va avoir une transmission qui va être continue, transmission-écoute continue des éléments donc piézoélectriques qui composent la sonde en même temps, qui vont écouter sur une ligne qui va être construite par notre curseur et non pas sur une surface tout le long de la ligne. Donc ça veut dire que si on a plusieurs vitesses
à plusieurs endroits de la ligne, on aura toutes les vitesses qui vont apparaître sur notre tir Doppler. Le Doppler continu, du coup, comme il écoute tout le temps, il va être capable de mesurer des vitesses importantes, jusqu'à 8 à 10 mètres secondes selon les sondes. Et par contre, on aura une notion de range ambiguity, ça veut dire qu'on ne pourra pas localiser d'où vient ce flux, d'où vient la profondeur. Ouais, on ne peut pas localiser où est-ce que la vitesse est maximale. C'est-à-dire on sait où c'est sur l'alignement de notre sonde, où est-ce qu'on est. Par exemple, si on met le flux à travers la valve aortique, on sait que ce sera entre l'apex du VG et la valve aortique qu'il y a la vitesse maximale. Mais on ne peut pas dire si c'est à l'apex du VG ou sur la valve aortique qu'il y a la vitesse maximale. Après, de fait, on sait forcément que ça va être au niveau de la valve aortique si on est en train d'explorer une sinus aortique. Il y a peu de chances que ce soit à l'apex du VG que la vitesse soit maximale. Donc, on arrive à deviner comme ça, mais théoriquement, on ne sait pas où est la vitesse maximale. Et quelque chose qui est vrai, c'est que par exemple, s'il y a une sténose sous-valvulaire ou sus-valvulaire comme on a en congénital, on pourrait se faire avoir en croyant que c'est la valve aortique qui est sténosée, alors qu'en fait, non, c'est sténose sous-valvulaire ou sous-valvulaire. S'il y a une obstruction de la chambre de chasse. Oui, une obstruction dynamique de la chambre de chasse. C'est la même chose pour une obstruction. Tout à fait. Le Doppler pulsé, donc le principe c'est qu'il va y avoir une alternance de transmission ou émission d'ultrasons et d'écoute. Donc de fait, on ne va pas pouvoir écouter tout le temps et on va raisonner sur des vitesses qui vont être plus basses. On aura par contre une bonne résolution spatiale, c'est-à-dire qu'on va faire le tir Doppler sur une aire précise et on saura que la vitesse vient d'ici. Du coup, on va avoir ce qu'on appelle une limite de Nyquist, qui est dû au fait, on y reviendra plus tard, mais c'est dû au fait que comme on écoute et on reçoit en même temps, si la fréquence des ultrasons devient plus élevée que la fréquence d'émission, en fait, on ne va pas pouvoir déterminer la vitesse correctement. Mais ça, on va y revenir après. Ouais, vas-y, ça détend. C'est ici. Hein. Pour le Doppler pulsé, on envoie un son, on attend qu'il revienne et après seulement on renvoie un son. Donc, ça nécessite, donc plus c'est distant, plus ça va être compliqué parce qu'il va falloir attendre longtemps avant de renvoyer un son. Donc on ne pourra pas détecter tout le range de vitesse. Donc on pourra détecter que des vitesses basses, alors que quand c'est en Doppler continu, c'est une émission et une réception continue sur le même élément piézoélectrique. Donc tu peux détecter des vitesses maximales au-delà de 7 mètres secondes. Donc ça va se résumer par le PRF, Pulse Repetition Frequency, qui va être le cycle d'émission, d'attente et d'écoute, qui va être la PRF, donc c'est une fréquence, ça va être l'inverse du temps de voyage. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que si le signal Doppler, la fréquence Doppler qu'on enregistre n'est pas inférieure à 2 fois le PRF, n'est pas égal à la moitié du PRF, on aura un aliasing, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir analyser correctement la vitesse. Il y a des fonctions sur certaines sondes qui nous permettent de travailler en high PRF. Donc là, il y aura plus de temps d'écoute et du coup, on pourra travailler sur des vitesses supérieures. En général, on travaille en dessous de 1,5 mètres par seconde sur les Doppler pulsés. On pourra aller jusqu'à 3 voire 4 mètres par seconde avec cette fonction. Globalement, c'est pour faire simple, c'est quand on fait un film et qu'on filme des roues de voiture, par exemple, si le cycle d'image il est à 25 images par seconde et que la roue tourne à 25 cycles par minute, on va à chaque fois avoir une photo de la roue au même endroit et donc on va avoir l'impression qu'elle est immobile. Donc en gros, c'est le même principe pour le Doppler, quoi. Et donc si on résume, les sondes cardio, elles sont autour de 3 MHz, je crois, donc c'est un peu dans ce cadre-là. On voit que plus on s'éloigne en profondeur, plus effectivement on va pouvoir analyser des vitesses lentes. Et donc on sera autour de 1,2 m par seconde pour une zone à 10 cm, ce qui va correspondre par exemple à l'évaluation d'un RA. Concernant l'enveloppe spectrale, faut retenir que donc on va évaluer des vitesses précises sur un flux donné en Doppler pulsé, ce qui va se traduire par une enveloppe spectrale, on dit vide, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une enveloppe externe, alors qu'elle sera complète puisqu'on aura toute la gamme de vitesses sur le tir de Doppler continu, et donc on aura une enveloppe pleine. Concernant la caractéristique des vitesses systoliques, on va voir une accélération précoce avec un pic de vitesse maximale précoce, puis une décélération lente, comme on voit dans le flux sur l'artère pulmonaire à gauche, donc l'accélération de l'artère pulmonaire.
et donc je l'ai dit, une décélération un peu plus lente. Et concernant les vitesses diastoliques, on aura des flux soit quadrangulaires, donc plutôt, on va dire rectangulaires, soit trapézoïdes, comme on peut voir sur cette insuffisance aortique à droite. Concernant le Doppler couleur, en fait, ça va correspondre à comme si on faisait un multi-Doppler pulsé, et ça va se traduire par de la couleur. Globalement, comme il y a plus de tests, la limite de Nyquist, donc l'aliasing, il sera inférieur, et sera donc codé par la couleur opposée brutalement. Là, j'ai pas la souris là. Donc, en fait, c'est la limite entre le bleu et le jaune, c'est-à-dire que d'un coup, on va passer dans une vitesse opposée. Ça c'est égal à l'aliasing. Et globalement, on va voir, pour finir sur l'hémodynamique, l'équation de Bernoulli qui va nous donner, en simplifié, le gradient de pression égal à 4 fois la vitesse au carré qu'on mesure. Et en fait, du coup, avec ça, on va pouvoir s'amuser à faire tous nos calculs de pression. J'ai mis en rouge ceux qui nous intéressent le plus fréquemment, les pressions artérielles pulmonaires qui sont égales à 4 fois donc la vitesse d'insuffisance tricuspide au carré, plus les résistances, plus les pressions dans l'oreillette droite. Et puis ici, c'est les pressions artérielles pulmonaires moyennes, où on va mettre au carré la vitesse moyenne de l'insuffisance pulmonaire x4, plus les pressions dans l'oreillette droite. Et puis après, en fait, on peut voir qu'on ne se sert pas souvent, mais on peut également calculer la pression dans l'oreillette pulmonaire, la pression télédiastolique du VG, etc. Donc on va avoir des petites applications à ça. Donc c'est pas vraiment de l'imagerie, c'est plus on va dire de quoi comprendre, des applications pour comprendre. Ouais. Simplifier ça, oui. Ouais, tout à fait. Non, je l'ai pas dit. Ouais. Tout à fait. On avait une patiente qui a passé tant de temps en flux laminaire et tant de temps turbulence, tant de temps laminaire sur unité. Et quand elle est passée au flux laminaire, on avait l'impression qu'elle avait des TAPS qui étaient moins hautes, brutalement. C'est pas le cas, c'est plus qu'elle passait dans le flux laminaire. Voilà, effectivement, donc on rappelle que dès qu'il y a un flux laminaire, parce qu'il y a une surface trop importante, on ne peut pas calculer le gradient de pression de façon fiable. Donc les petits QCM en Doppler continu, on peut analyser jusqu'à 8 mètres secondes. Je reviens sur ce flux laminaire qui est quand même pas trop facile à définir. On a tous appris que l'unité laminaire, ça ne permet pas de donner les TATS, mais à quel moment on parle d'unité laminaire, c'est vraiment avant tout la forme du flux de régurgitation qui nous oriente. Enfin, on voit tous à quoi ça ressemble à un fluidité normale, c'est un petit peu arrondi. L'unité laminaire, ça va, parce que le flux est trop gros, ça va faire une décélération très rapide. Un flux plutôt triangulaire. Si vous voyez un flux triangulaire sur un flux d'unité, c'est vrai que ça mérite de se méfier un peu des valeurs que vous avez. Et la loi de Bernoulli normale, elle comprend quoi d'autre? Je l'ai pas remis, Je me suis dit que ça servait à... Et du coup, j'aurais dû la mettre finalement. En pratique, tu ne peux pas l'utiliser. D'accord. On ne peut pas passer sur une lettre. Je crois que c'est un demi de rho V carré plus pourquoi ça prend pas. Ouais, là, je sais pas. Mais globalement, ça sert à rien. Il faut faire trop de mesures pour pouvoir, à ce moment-là. Ouais, tu peux pas faire de calcul avec quoi. Au lit du patient. Oui, après, on peut imaginer que c'est sur l'informatique. Oui. Mais il faut déjà avoir plusieurs mesures. Il faut le rayon, il faut du trou. Alors du coup, le Doppler continu peut analyser des vitesses rapides jusqu'à 8 mètres par seconde. Il se concentre sur une surface d'échantillonnage restreinte. Il peut y avoir de l'aliasing. Son enveloppe spectrale est vide. Et c'est celui qui est utilisé en général dans le RA. Donc, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est pas la plus compliquée. Ouais. Ouais, 8, 10, 12, ça dépend des sondes en fait. C'est les détails. Merci. Donc globalement,
La A est juste. Donc là, on a dit, hein, c'était sur la ligne, on n'analyse pas une aire en particulier. L'aliasing, il n'y en a pas en Doppler continu. Et l'enveloppe, elle est pleine. Ensuite, le Doppler pulsé, c'est celui qu'on utilise en général pour le profil mitral. Est-ce que les vitesses sont inférieures qu'on peut analyser sont inférieures à 1,5 mètres par seconde? Est-ce que l'utilisation d'un AIPRF peut augmenter l'analyse de la gamme de vitesse? Est-ce qu'elle a une enveloppe pleine? Et est-ce qu'elle permet de définir une résolution spatiale correcte? Alors là, tout est vrai. Donc effectivement, profil mitral, vitesse inférieure à 5 mètres par seconde. Le AIPRF, on en a parlé, hein, ça permet d'augmenter les vitesses, la gamme de vitesse. Et elle a une enveloppe qui est plutôt vide. Donc, une bonne résolution sur nos spatiale. vivides, un truc important, c'est sur les vivides, ça se met automatiquement en AIPRF si vous avez, si par exemple vous essayez d'enregistrer une vitesse, par exemple au niveau assez profonde, au niveau de la valve aortique alors que vous êtes en ETT, et que vous avez réglé votre range de vélocité, par exemple à 3-4 mètres secondes, ça va se mettre automatiquement en AIPRF. Et vous allez le voir parce que au lieu d'avoir juste votre petit secteur d'échantillonnage, vous aurez d'autres secteurs d'échantillonnage qui vont apparaître en rouge sur votre ligne d'alignement de votre Doppler. Donc quand vous avez ça, la technique c'est de monter la baseline au maximum et puis de diminuer la vélocité la vélocité réglée sur votre Doppler pulsé. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir toute l'enveloppe, par exemple, je sais pas, de l'ITV sous-aortique sur votre image sans avoir d'ambiguïté de localisation sur la ligne. Parce que si vous restez en AIPRF, le risque c'est que vous enregistrerez, alors ça dépend des alignements et de où est-ce que vous êtes dans le cœur. Si vous êtes en train de faire une ITV sous-aortique en appliquant quelle qualité, il y a peu de chances, comme on disait tout à l'heure, d'enregistrer une vitesse plus élevée que celle qui est en sous-aortique. Mais si vous êtes autre part, vous pouvez faire des mauvaises mesures en ayant l'impression de mesurer à un endroit alors qu'en fait vous mesurez à un autre à cause de cette ambiguïté de localisation. Et c'est pour ça qu'on fait un réglage aussi pour le calcul du PISA, du rayon PISA. On règle aussi. Alors pour le PISA, non, c'est parce que pour le PISA, c'est parce que c'est pour faire apparaître le rayon d'isovélocité. Il faut baisser en fait la vitesse, mais là du coup c'est en Doppler couleur. Il faut baisser la limite d'aliasing pour le faire apparaître en fait avec un rayon suffisant pour que ce soit facilement analysable. Parce que sinon, on va dire si tu restes à 60 cm/s en couleur, tu vas avoir un rayon PISA qui est à 3 mm, donc ça va être facile. Tu vas facilement créer une erreur de mesure. Alors que si tu le baisses à 30-40 cm/s, à 30 cm/s, tu auras peut-être pour les IM sévères, tu vas avoir 0,9 cm de rayon de PISA, donc ça sera plus facile à mesurer. Après, il y a deux petites questions justement sur plutôt l'application de la loi de Bernoulli. Donc le flux d'insuffisance pulmonaire, est-ce qu'il est habituellement analysé avec un Doppler pulsé? Est-ce qu'on peut avoir les PAPS avec la vitesse moyenne de l'IP? Est-ce qu'on peut avoir les pressions artérielles pulmonaires diastoliques avec la vitesse de fin de diastole de l'IP? Est-ce que ce flux est bleu en transœsophagien moyen œsophage? Et enfin, est-ce que la vitesse moyenne est une dérivée de la mesure du TVI, du VTI, l'ITV? C'est plus une implication. Ok. Il y en a d'autres qui sont des veines. Ah non, c'est ETO, c'est là. Non, c'est C'est un peu dur parce que ça dépend encore. Ça dépend du point de coupe. Ça se rapproche de la sonde normalement. Il y a un moyen mnémotechnique, c'est BART, c'est Blue Away, Red Towards, par rapport à la sonde. Donc si c'est bleu, ça s'éloigne de la sonde. Et quand tu dis mid-œsophagien, c'est mid-œsophagien Mid-œsophagien, c'est la coupe centrée sur l'AP. Inflow, outflow. Ah non, tu veux dire. Non, la. Ah oui.
Je sais pas comment elle s'appelle. Celle où la paix vient vers nous, quoi. Ouais, mais c'est pas micro-physiologique. Ah, mais C'est souvent, pas- on voit pas la valve pulmonaire sur celle-là. C'est upper oesophagien. Ah, upper oesophagien. Eh ben pardon, upper oesophagien. Non, mais après, sinon. Je me suis pas trop. Sur la inflow, Ben, sur la inflow, elle est exactement perpendiculaire à la flux. Donc, du coup, chez certains patients, ça va être dans le sens Je voulais pas faire de piège avec ça, mais du coup, c'est upper oesophagien, pardon. C'est pas facile comme question, je pense. Ouais, après, c'est pour réfléchir un peu. Et du coup, la B, la C, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on le fait de temps en temps, en fait. Alors, ouais. Alors, du coup, je me suis peut-être trompé à un moment donné, hein, mais globalement, pour reprendre le gradient de pression, en fait, donc, effectivement, la E, elle est juste parce que si on mesure l'enveloppe, on va obtenir l'ITV, c'est-à-dire une distance un parcours des globules rouges. Et en fait, comme ça nous calcule également le temps, puisque c'est sur l'axe des abscisses, le temps sur, le nombre, enfin, la distance sur le temps, ça va donner une vitesse. Et donc c'est comme ça qu'on calcule la vitesse moyenne. Et si on rapporte, donc si on a le gradient moyen, on va pouvoir en déduire donc ce que je mettais juste avant, c'est-à-dire je vais y arriver, les PAPM en fait. Donc ça c'est faux, c'est les PAPM qu'on va mesurer ici et non pas les PAPS. Et par contre, si on mesure le gradient de pression, en fait, je vois pas avec la souris, mais en gros à la fin, si on mesure le gradient de pression qui est à droite, on va en déduire une vitesse, un gradient diastolique, et donc on va pouvoir estimer les PAPD. Ouais, t'as le point. Non mais ça marche pas. Mais globalement, voilà, soit on calcule, pour calculer les PAPM, il faut faire, voilà. Là, c'est la PAPM. Bah PAPM, Et là, c'est la PAPD. PAPM, faut faire l'enveloppe. Bah non, pas forcément. Non, tu peux prendre. Non, c'est Prends juste le point. ça va donner la D'accord. PAPM si tu fais 4V carré de ça et 4V PAPD carré, sur un diastolique. Et après, si tu fais Parce que là, dans le truc, il dit qu'il faut faire l'enveloppe. Ben, c'est ce que j'avais compris en fait. Il disait qu'il fallait faire, en faisant l'enveloppe, tu calcules la vitesse moyenne et donc le gradient moyen, et que c'est comme ça que tu estimais justement les. Ah, non. Juste le point là, quand tu regardes juste la vitesse là, donc là, c'est 2 mètres secondes. Ouais. Donc 2 mètres secondes, ça fait combien de gradient de pression? 16. 16, voilà. Normalement, Bon, bah, tu peux faire la moyenne, la moyenne, si tu rajoutes. C'est pas ce que j'avais compris de leur. Bref. C'est pas des pulmonaires. Là, c'est le flux d'insuffisance pulmonaire. Insuffisance pulmonaire. C'est la E. Bah, l'intégrale, c'est quand même une intégrale temps-vitesse, ça. Là, c'est une intégrale temps vitesse, mais juste de prendre Dès le que tu- point du early diastole, ça doit te donner une pression qui correspond à la pression Ok. artérielle pulmonaire moyenne. Ok. Parce que là, dans le. Tiens, enfin, du coup, pendant qu'on y est. Là, tu vois, sur ce calcul, ils disent IP-min. Mais du coup, Ouais, t'as- IP-min, d'après vous, enfin, je l'ai pas compris comme vous le dites, du coup. Parce que pour moi, pour avoir PI-min, il fallait faire l'ITV et en déduire l'IP-min, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais Après, c'est peut-être une mesure qui se rapproche, finalement, qui est assez proche, quoi. Ouais, moi j'ai toujours pensé que c'était le. Ouais, je sais pas. On C'est pas vérifiera. très. C'est pour réfléchir, quoi. Mais Mais... on vous enverra la réponse par mail. Et celui-là qu'on fait pas, du coup, mais juste pour réfléchir un peu, est-ce que. Donc, l'insuffisance aortique, est-ce que c'est un flux systolique? Est-ce qu'on l'analyse en Doppler continu? Est-ce que c'est plutôt une enveloppe pleine? Est-ce qu'il est trapézoïde ou quadrangulaire éventuellement? Et est-ce qu'avec cette mesure, on peut arriver à approcher la pression télédiastolique du VG? Et je vous montrerai après si c'est vrai ou pas, pourquoi. C'est la dernière question. Ouais, c'est diastolique. C'est bien en continu. C'est quoi? Il n'y a pas de full enveloppe. Si, c'est une full enveloppe. Parce que c'est du coup, tu as toutes les vitesses sur le Doppler continu. Donc, c'est pas un spectral comme un Doppler pulsé. C'est pas juste une enveloppe externe. Ah,
Full enveloppe, c'est ça que ça veut dire. En gros, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'ils le décrivent, mais c'est pas forcément parlant. Mais full enveloppe, ça veut dire pleine, donc à l'intérieur, t'as du Doppler partout. Et les deux dernières sont vraies. Et en fait, l'explication, j'ai toujours pas le pointeur, mais en fait, donc, si on se place à droite, donc à la fin de cette insuffisance aortique, et qu'on calcule la vitesse, ça va nous donner un gradient entre l'aorte et le VG, à la fin de la diastole. Ah si, j'ai réussi à le voir. Voilà, ici. Et donc en fait, comme sur par exemple notre artère ou notre pression brassard, on va avoir la pression artérielle diastolique. Si on retire à la pression artérielle diastolique le gradient entre l'aorte et le VG, on va pouvoir effectivement estimer les pressions télédiastoliques du VG. En gros, c'est une application de l'équation de Bernoulli. Et en fait, c'est assez intéressant, mais tout ce qu'il y a dans ce tableau, c'est des choses qu'on fait pas, mais qu'on pourrait faire. Après, ça nécessite d'avoir des flux d'insuffisance, mais on pourrait faire tout ça. Donc, on pourrait calculer l'oreillette également, les pressions auriculaires droite, etc. Et c'est bien de faire ces petits exercices parce que parfois on peut de bien comprendre comment on les mesure, parce que parfois on peut avoir des erreurs. Par exemple, typiquement, on va calculer un gradient d'IT, on va dire qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, mais si on n'a pas rajouté le gradient de la valve pulmonaire et qu'en fait c'est une sténose pulmonaire, en fait ça ne veut pas du tout dire qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire, c'est une sténose pulmonaire isolée. Donc il faut bien se dire, voilà, je mesure un gradient entre quelle cavité et quelle cavité, qu'est-ce que j'évalue, est-ce qu'il n'y a pas une sténose ailleurs. Et pareil, si vous mesurez un gradient d'IM qui est très élevé, vous dites ah c'est marrant, la pression dans le VG au maximum elle est à 180 mm de mercure, alors que je mesure une pression artérielle à 110 avec mon KT-RTL, j'en conclus qu'il y a un gradient orthoradial, mais non, en fait j'ai oublié de mesurer qu'il y avait une sténose aortique, donc si je fais le gradient aortique et que je l'ajoute, et qu'en fait il est à 40, je refais les calculs et en fait tout d'un coup il n'y a plus de gradient orthoradial. Donc c'est pas mal à chaque fois de se reposer la question justement de ces équations de continuité puis de ces différences de pression entre chaque cavité. La question de l'article l'insuffisance aortique systolique, ça paraît bête comme question, mais en fait c'est important en pratique parce que de mettre le CG, on éviterait de prendre quelque chose pour quelque chose d'autre, de prendre un flux d'IA pour un inflow mitral, ça mérite nettement de regarder le CG, regarder à quel moment de cycle cardiaque on observe ce flux. Des fois on a des surprises. Ouais, typiquement un flux d'IM à la place d'une ITV, ça c'est un classique. Et pour un calcul, D'une ITV sous aortique. sur lui, si on te dit qu'il a une pression diastolique, une pression artérielle diastolique à 40, quelle est sa pression télédiastolique 24. Bravo. Après aussi c'est vrai que un examen sans calculatrice. Non, C'est une bonne question. c'est un truc. Ouais, c'est les PRV, mais c'est ce que vous faites tous les jours quand vous faites le sur le prime. Quand vous dites c'est pas un OAP, il a un sur le prime bas, c'est l'idée. 18, tu dis ouais parce que ça va correspondre comme en fin de C'est la papo, des pressions droites et des pressions. Enfin, ta pression dans le VG et ta pression dans l'oreillette gauche, elles sont équilibrées quoi, en fonction de diastole. Du coup, ça va te donner le PRVG. 24, du coup, si tu as dit 24, alors donc il a dit 24, vous avez compris pourquoi il a dit 24 Ouais, c'est ça, il a fait 40, moins à peu près 16. Alors je pense que c'est beaucoup plus que 16 ouais. parce que. C'est un peu plus là parce qu'on est plus. Ouais, là on est plus aux alentours de 3, peut-être 40. Le 40, c'est si je te dis que. Il l'a dit. Je te dis qu'il a 40 de diastole. Il l'a dit. Attends, j'ai vu là, tu vois. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est, on voit que c'est quand même intéressant de mettre le CG parce que on pourrait se dire l'IA elle se termine là, donc la systole commence là. Enfin, moi c'est ce que je me serais dit spontanément. En fait, la systole elle commence là, donc le gradient faut le mesurer là et pas là quoi. Ça peut quand même changer assez. Mais pourtant, C'est parce que c'est la forme. la valve elle est fermée. Bah. Pour l'insuffisance, dès le début de la diastole, on est à. Tu vois, c'est pour l'éjection, c'est seulement à l'issue de la contraction de volumétrie. Pour l'insuffisance. Ça en fait c'est le temps que le VG inverse le. Non, mais à la fin, on prend
Ouais, théoriquement, il faut prendre quand même. Faut faire Faut faire ça, là, mécanique quand ouais, même. tu prends la forme. C'est parce que ouais, t'as un retard après, Ouais, électrique. Il y a un Ouais. truc à ECG, ouais. Ah, ok. Électromécanique. Mais ça te fait une forme trapézoïdale, un peu, donc ça fait comme une descente rapide. Donc faut prendre ce coin-là en gros, Ouais, à ouais. deux quoi. Ok. Et à ce coin-là, tu vois, la valve mitral est encore ouverte. Donc j'ai l'impression ton AED est la même que l'impression de ton iso. Enfin, de léger écologique. Du coup, c'est ça. Voilà. Là je voulais mettre merci de votre attention. J'ai pas fini. Attentif, c'est ça. Je comprends. Voilà. Ça m'a ouvert la tête.